Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique Sénat LPCN. Pour les intimes, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Alice Santôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'école de journalisme de Sciences Po et journaliste à l'excellente émission Média Le Mag sur France 5. Bienvenue. À vos côtés, Alexandre Leschnet, vous êtes journaliste au Monde et plus particulièrement data journaliste. SwissLeaks, un mot pour désigner un tentaculaire scandale de fraude fiscale initié par HSBC. La filiale suisse de la banque a aidé 100 000 de ses clients, industriels, people et personnalités politiques à échapper à l'impôt. SwissLeaks, un mot pour désigner une gigantesque enquête révélée par Le Monde qui mobilise plus de 150 journalistes d'une cinquantaine de pays. Une somme colossale de données à traiter, un travail d'investigation réalisé dans le plus grand secret, une forme de journalisme collaboratif 2.0. Alexandre, comment cette enquête a démarré? Comment vous avez travaillé? En avril 2014, donc il y a presque un an, Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont reçu une clé USB qui contenait les noms de tous les clients de la banque suisse, dans la filiale suisse d'HSBC. Et la première chose qu'ils ont essayé de faire, ça a été d'imprimer tout ce qu'ils avaient récupéré, comme ils le font souvent. Et donc ils ont cassé l'imprimante et ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas forcément travailler tout seuls sur les fichiers. Et du coup, on est allé les partager. Pourquoi? Vu la masse de données ou parce que vous n'aviez pas les compétences? C'était pourquoi? Il y avait un problème de compétences, notamment chez les correspondants, qui ne sont pas forcément habitués à faire de l'enquête et qui n'étaient pas forcément prêts à s'investir dans une enquête de cette ampleur pour les autres pays. Il y avait aussi des problèmes de temps. On n'aurait jamais assez de personnes pour traiter l'ensemble des informations et pour les publier. Alors, il y a plusieurs solutions possibles. Et comme on avait déjà travaillé avec l'ICIJ, qui est un consortium de journalistes d'investigation, on a décidé de le partager avec eux et ils étaient très contents de recevoir ces fichiers qui leur permettent à eux aussi de prendre une ampleur un peu plus importante. Cette idée de partage est venue finalement assez vite parce que ça va plutôt à l'encontre. Enfin, généralement, quand on a un scoop, on est très content d'avoir une exclue, on n'a pas tellement envie de la partager. Effectivement, c'est venu vite quand on a compris qu'on ne pourrait rien en faire et il a fallu convaincre les journalistes, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Et il a fallu aussi essayer de trouver un modus operandi qui permette à chacun d'être content. On a décidé on a demandé à la ICIJ de citer Le Monde à chaque fois qu'il parlerait de ces données, en disant que c'est nous qui les avions récupérées. Alice, la notion de partage là est supérieure à l'exclu. C'est pas une première, mais enfin. Non, c'est pas une première et c'est vrai qu'on l'a vu naître surtout avec le numérique. On avait déjà cette tendance, en dehors du fait qu'il y avait énormément là, de données à traiter et donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'humainement, on peut pas le faire seul. Mais c'est vrai qu'on l'avait déjà vu à une plus petite échelle et pas sur du journalisme de données, sur par exemple quand on avait besoin de vérifier une information. Alors je me souviens, il y a déjà des années de cette histoire de est-ce que Nicolas Sarkozy était bien allé sur le mur de Berlin au moment où il avait chuté, c'est ce qu'il avait revendiqué. Et voilà, on s'était mis à plusieurs rédactions, en tout cas françaises. Alors vous voyez, c'est une ampleur beaucoup moindre, mais quand même, on avait fait pour faire du fact-checking en temps réel. Et donc il y avait Le Figaro qui avait apporté les archives du Figaro de l'époque. Il y avait le Monde qui aussi avait filé un coup de main. Et toutes ces petites pièces avaient été agrégées. On renvoyait les uns avec les autres. On avait fini par avoir la vérité, c'est-à-dire que non, il n'y était pas le jour J, le jour où le mur de Berlin était tombé. Et alors, vous avez dû travailler, j'imagine, dans le secret, puisque c'est sorti donc quand même des mois après. Quel a été le rôle là, du consortium donc international? C'est financé par qui? Ça fonctionne comment? On a l'impression que c'est un peu obscur, que c'est une petite cellule comme ça. Alors, on a effectivement travaillé dans le secret. On s'est d'ailleurs déplacé à Washington avec une autre clé USB pour leur donner les informations. Et eux, leur rôle, c'est vraiment le côté hub central. C'est eux qui sélectionnent déjà les journalistes dans tous les pays et qui donc sélectionnent des gens à qui ils font confiance
et qui peuvent participer à l'enquête, c'est eux qui construisent les endroits où on peut discuter, puisque pour discuter de manière sécurisée, on peut envoyer des mails chiffrés qui sont un peu compliqués à mettre en place. Et comme c'est un peu compliqué, ils ont décidé de développer un forum qui est accessible sur mot de passe, qui est chiffré. On peut difficilement trouver l'URL traîner dans la nature. C'est très sécurisé. C'est très sécurisé. Il y a plusieurs sites. Il y a un site de discussion où ça s'organise un peu comme Facebook et on a des groupes. Alors moi, j'étais dans un groupe sur les gens qui s'intéressaient aux données, sur les gens qui s'intéressaient à l'Europe. Il y avait des journalistes qui étaient sur le groupe des marchands d'art ou des dealers. Et donc, il y avait tout un tas de groupes, on discutait, il y avait des messageries internes, il y avait un chat. Et tout ça est sécurisé, nous permet de discuter et d'échanger des fichiers sans sortir de cette petite bulle. Ça, c'est des nouvelles quand même pratiques. Des nouvelles pratiques, oui. Et voilà, journalistiques. c'est quand même lié aussi au volume des données disponibles. Et effectivement, c'est une sorte de méta-rédaction en fait en 2015 sur une enquête qui concerne plusieurs pays, qui a de l'impact pas seulement en France. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt organiser les outils, les mêmes outils et les accès et la communication entre ces journalistes pour pouvoir avoir un rendu efficace. Cette affaire a remis à nouveau en lumière le rôle des lanceurs d'alerte. Est-ce que vous avez, vous, un site où vous allez mettre en place un espace où on pourra, si j'ai des infos, par exemple, confidentielles, je veux livrer au monde, pouvoir vous les livrer de manière sécurisée? Mais si vous en avez, vous pouvez venir me voir pour me les donner. C'est une des manières les plus sécurisées qui existent. Après, effectivement, on a lancé une plateforme qui s'appelle Source Sûre, qui permet d'envoyer de manière sécurisée des informations. Et Alice, vous, alors, en tant que directrice adjointe de l'école de journalisme de Sciences Po, vous formez des journalistes, alors peut-être pas des cas comme ça, mais comment vous faites pour le journalisme de données? C'est tout en plein développement, j'imagine. C'est tout un travail. Par exemple, à ce consortium là, basé à Washington, c'est une ancienne étudiante de notre école qui s'appelle Cécile Schliglis, qui donc a permis aussi de faire le lien avec pas mal de médias français. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que dans le journalisme, la plupart des étudiants qui veulent faire ce métier proviennent, je dirais, à 60 ou 70% de milieux littéraires. Donc souvent, si vous voulez, les statistiques et les chiffres, c'est quelque chose qui correspond vraiment à du chinois pour eux. Donc nous, la première étape, c'est d'abord de leur donner un cours de statistiques assez sérieux pour les remettre à niveau. Et ensuite, on rajoute la couche tableur, ce qui n'est pas rien. Parce que c'est pareil, selon les profils, vous n'avez pas forcément mis votre nez dans des tableurs sur les fonctions, voilà, la façon aussi d'organiser ces données. Et enfin, vous avez la partie investigation sur des données. Et pour nous, c'est vraiment important d'appeler ça data investigation, c'est-à-dire c'est pas les data seuls, c'est pas de l'enquête seule, c'est bien de l'enquête sur ces données pour sortir une histoire. Mais voyez, on a bien ces trois briques. Et ça nécessite donc des compétences. 2 ans de formation. 2 ans de formation. D'accord. Et alors, l'un de vos actionnaires, Alexandre Lechnet, Pierre Berger, a apparenté l'enquête à de la délation, le fait que vous donniez des noms, hein, Gad Elmaleh, qui a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, même si finalement il n'avait pas grand-chose comme argent sur son compte en Suisse. Comment a réagi la rédaction? Parce que c'est quand même... On ne va pas laisser Pierre Berger tout seul. Déjà, il y a aussi Mathieu Pigasse qui avait a commencé lancé la première chez Léa Salamé sur France Inter à dire qu'il s'interrogeait un peu sur ce travail, même s'il saluait le travail d'investigation. On a juste eu accès à une liste de noms de gens qui ont commis... Pourquoi pas tous les noms? Vous auriez pu publier finalement tous les noms sur le net. Oui. Pourquoi en avoir choisi certains? Ça, on a essayé de prendre... Déjà, il y a toute une question de droit à l'oubli et on essaye vraiment de penser aux noms qu'on publie dans Le Monde parce que ça... Ensuite, les gens vont traîner ça pendant des années sur Google. Gad Elmaleh, il risque de le traîner pendant un certain temps. Je pense qu'à son prochain film, on parlera d'autre chose. Alors que quelqu'un qui habite en bas de ma rue et qui a une société au Panama, si on est un article qui parle de lui, ce sera la seule occurrence sur Google. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Et par ailleurs,
on a essayé de sélectionner les gens qui avaient une responsabilité politique. Il y avait un sénateur qui est cité dans notre article. Emery de Montesquieu. Exactement, qui a démenti ces faits. Et donc sur la réaction, donc c'est quand même difficile de sortir des enquêtes où finalement on voit il y a des hommes politiques, des industriels, des chefs d'entreprise, et là l'actionnaire est pas content. On a envie de se demander, il a un compte en Suisse ou pas, pourquoi il réagit comme ça. Bon, Pierre Berger, en l'occurrence, a déjà fait des remarques sur les contenus du journal. Or, au Monde, c'est vraiment deux chapelles différentes et ça ne devrait pas se télescoper. Néanmoins, en tout cas, en ce qui concerne le journaliste de données, la difficulté, c'est qu'effectivement, la première matière que vous avez, c'est des tableurs immenses avec des données. Et franchement, c'est pas très sexy au départ. Donc d'abord, il faut trouver l'histoire derrière ça. Et effectivement, sortir des noms quand ces personnes ont des responsabilités, c'est aussi une façon d'incarner l'information. Parce que c'est un sujet sur la fiscalité. C'est vrai que ça ne fait pas rêver dit comme ça. Et donc, c'est vraiment un ressort classique du journalisme. C'est une narration. Vous devez incarner avec des personnages. Ça fait partie, effectivement, du storytelling. Oui, mais on peut quand même s'inquiéter sur l'indépendance quand même de la presse quand, bon, là, c'est juste, il sort ça sur RTL, mais bon, il peut quand même y avoir des pressions. Vous allez sortir d'autres infos? Là, on est un peu à la fin de l'opération. On a déjà sorti beaucoup de choses. Ça a permis aussi de réveiller un peu le débat sur HSBC. Alors, en France, on préfère parler de Pierre Berger, mais en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ils sont en train de vraiment essayer de reposer le débat. En Grande-Bretagne, l'ancien patron d'HSBC est devenu ministre ensuite. Et du coup, il y a tout un débat à savoir s'il en a parlé ou pas, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, ça ne va pas s'arrêter tout de suite. L'onde de choc est plutôt ailleurs qu'en France pour la suite. Parce qu'en France, la banque est déjà mise en examen. Après, HSBC, c'est une seule banque en Suisse. Il y a UBS qui a été condamné. Il y a d'autres banques en Suisse. On est prêt à accueillir les informations qu'on nous donnera sur ce sujet. Affaire à suivre, donc. Elle pétille, elle pique parfois, mais nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressac qui, comme chaque semaine, nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et donc, il va falloir tourner plusieurs fois son pouce avant de tweeter, si je comprends bien. Oui, c'est ça, puisque quand on commence un nouveau travail, il y a plusieurs choses à faire la veille de son premier jour. Repérer le parcours pour ne pas être en retard, préparer ses plus beaux habits, bien dormir. Et ne pas tweeter bêtement, donc par exemple dire que ça nous enquiquine d'aller bosser demain. C'est ce qu'a pourtant fait Cella, une jeune étudiante américaine qui devait faire son premier jour dans une pizzeria le lendemain. Elle a tweeté « Ouh, je commence de job de demain », suivi de 7 pouces tournés vers le bas. Oui, mais voilà, son fil Twitter n'est pas suivi que par des gens bien intentionnés et quelqu'un a cafeté au patron qui a réagi sur Twitter, lui aussi. Il lui a répondu « Eh bien non, tu ne commences pas ce de job aujourd'hui, je viens de te virer. Bonne chance dans ta vie sans argent et sans travail. » Elle a donc été licenciée avant d'avoir commencé. Oui, c'est une première. Une mésaventure qu'elle a plutôt prise avec le sourire. Elle a répondu à son ex-futur patron par le dessin d'une fille avec des billets de banque légendés « Ça, c'est moi ». L'histoire de Cella a fait le tour du monde. Depuis une semaine, elle reçoit des messages de soutien de partout. Du Nigeria, du Brésil, d'Arabie Saoudite, du Japon, d'Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines. Elle est connue partout. Elle passe d'ailleurs son temps à retweeter tous les messages de soutien qu'elle reçoit. Tandis que le patron de la pizzeria, Robert Wappel, a 0 tweet sur son compte. Il a tout effacé. Cella, elle, va peut-être suivre le conseil d'un certain Mike qui lui dit de faire un film de son histoire en le finançant grâce aux internautes. Alors sans aller jusque-là, il y a sans doute quelque chose à faire de cette notoriété aussi soudaine qu'éphémère, ou pas. Travailler ou tweeter, il faut donc choisir. Vous évitez de tweeter, notamment sur vos actionnaires, peut-être Alexandre. Il faut faire attention. Pas de DM fail pour vous ou de tweet fail non plus. Pas encore, mais c'est vrai que je tourne mon pouce avant de tweeter. Ouf. Merci à tous les trois. Bonne route Alexandre, puisque vous partez à Libération. Merci à Alice. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.